Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est le moment pour nous de en terminer avec les collections qu'on a vues dans les séances précédentes et de clôturer ce chapitre avec les itérateurs, qui est un élément vraiment très important qu'on retrouve en programmation. Et C# ne fait pas exception quant à leur usage. Donc le fait d'utiliser d'ailleurs de manière implicite, ce qu'on a fait en fait jusqu'à présent, vous savez peut-être pas, mais on a utilisé en fait des itérateurs sans le savoir au niveau des collections notamment, lorsqu'on faisait du parcours. Et là, on va rentrer un peu plus dans l'explicite, c'est-à-dire de voir comment on peut véritablement programmer des itérateurs et de voir ce que C# nous permet en tout cas de faire au niveau du langage. Si je reprends des exemples classiques, je ne vais pas refaire un exemple, on va dire, complet, mais plus vous montrer un petit peu ce qu'on avait vu sur les tableaux où tout élément est énumérable, d'accord? Si je faisais, par exemple, ceci, alors non, pas comme ça, voilà. Nous faisions ensuite une simple boucle for each, pouvoir donc itérer sur les éléments, et en fait on parlait surtout de parcours. On va recompiler, et bien sûr on avait les différents éléments parcourus, et c'était le terme que j'employais souvent, et je vous dis voilà, pour parcourir un tableau, parcourir une collection, on l'a utilisé systématiquement à chaque fois, et ça fonctionnait très très bien pour toutes les collections, et tous les types itérables, en tout cas énumérables, qu'on avait utilisés jusqu'à présent. Qu'est-ce qui se cache derrière ici? Eh bien, il se cache un itérateur. Un itérateur, c'est simplement un élément qui va permettre de parcourir, donc d'itérer, sur une collection, ou un élément en tout cas qui permet de faire de l'itération, en retournant chaque élément un à un. Donc là, il nous a retourné cet élément, ensuite celui-ci, celui-ci. Et vous voyez que cet élément à chaque fois a été injecté dans cette variable W, ce qui nous permettait de dire pour chaque tour de boucle, chaque itération, comme on l'avait abordé en détail sur la vidéo sur les boucles justement, de pouvoir afficher cet élément à chaque fois, et puisque c'est celui-là qui est disponible à chaque fois. Évidemment, s'il n'y avait pas cette itération, on aurait toujours le même élément ici. Il n'y aurait pas de changement en fait d'une itération à l'autre. Pourtant, si vous regardez au niveau du code, jamais à aucun endroit on indique en fait qu'on doit affecter quelque chose à cette variable W. C'est fait automatiquement, et c'est l'itérateur qui va encore une fois injecter l'information que l'on veut issue de notre tableau ici de chaîne dans la variable temporaire, on peut dire ça comme ça, elle est temporaire puisque la valeur change à chaque itération, ce qui nous permet ensuite d'effectuer un certain nombre de traitements dans la boucle for each que nous avons ici. Comme je vous le disais, derrière se cache un itérateur et on va pouvoir créer nous-mêmes un itérateur, mais précisément, c'est-à-dire d'indiquer, voilà, on veut faire un itérateur sur un cas précis, et puis on verra un petit peu comment ça marche. Alors j'ai enlevé ce code, puisque ça, on reviendra éventuellement sur d'autres choses par la suite. On va créer une méthode, ça ira très bien ici. Statique. Alors il va nous falloir par contre ajouter, oui, parce qu'évidemment ça c'est issu des collections. C'est pour ça que je vous disais finalement, bon, on en a fini avec les collections, mais pas tout à fait. Il nous manque quand même quelques petites choses. Et là, ça va renvoyer un enumerable. Vous voyez, on retrouve à nouveau ce type qu'on connaît bien. On l'avait vu, on l'avait employé pour notamment pour tout ce qui était le comparateur, tout ça. Et de toute façon, on va revenir dessus, donc il va être fait question en tout cas de ce type-là. Et ici, je vais créer un itérateur. Alors c'est un peu bizarre parce que c'est un itérateur du coup qui va dire bonjour, mais vous allez voir un peu le fonctionnement. Ici, C#, et je précise bien C# parce que ce ne serait pas forcément le cas d'autres langages, va utiliser un terme particulier. Alors dans certains langages, notamment je pense à Python, il fait référence beaucoup au générateur, on va retrouver un petit peu ce principe. Mais ce terme yield est utilisé ici en C# pour charger, en tout cas faire un retour de données, et vous allez voir d'une manière un peu nouvelle, puisqu'on n'avait pas vu ça précédemment. Je vais faire un yield return, et ici par exemple je vais mettre bonjour comme ça. Ensuite je vais faire un yield return hello, yield return. Bon là j'ai malheureusement pas les accents pour les tons, mais c'est pas grave, parce que c'est j'écris en chinois, mais enfin en pinyin, mais on peut pas mettre les accents comme ça, donc ça ira très bien. Et ainsi de suite, on peut compléter comme ça. Voyons voir, enfin que vous voyez en tout cas ce que ça donne, parce qu'effectivement, bon, si vous connaissez pas, vous n'allez pas forcément vous faire une idée un petit peu de comment ça fonctionne. Donc ça peut être bien de voir. Alors on aurait possibilité de faire un exemple générique aussi, puisque ça on a un type générique pour cette interface, mais on verra éventuellement si ça s'y prête. On fera peut-être un exemple générique un peu après. Là j'essaie de vraiment vous trouver l'exemple le plus basique, puisque c'est tout nouveau, et donc c'est bien que vous voyez un petit peu comment ça marche. Donc on va voir un petit peu tout ça. On y va. Non, je ne vais pas faire ça comme ça, pardon. On va quand même ensuite pouvoir faire un parcours complet. Donc on va faire un for each, puisqu'on va utiliser justement cette boucle, c'est tout l'intérêt.
et on va faire S, parce que c'est un terme qu'on renvoie, et je vais lui passer la méthode. Comme elle est censée retourner des chaînes de caractères, on va récupérer ça dans S. Et voilà comment ça fonctionne. Vous voyez, on retrouve la même mécanique vue dans les collections ou les tableaux quand on voulait faire un parcours. On a ici un élément qui est énumérable, d'accord, d'autres langages diraient itérable, si vous voulez. Donc comme on avait par exemple pour les tableaux, les listes, les piles, etc., qui est renvoyé d'une certaine manière, d'accord, et ensuite il est censé injecter les données dans cette variable, et on affiche ensuite le contenu de tout ça. Voyons comment ça marche. Alors, voilà, ça marche pas, parce que je vous mets les points-virgules une fois sur deux quand je fais des vidéos. C'est pas grave. Voilà un petit peu ce qu'on a. Alors là, c'est vrai que des fois, il met pas le... il prend pas en compte le premier retour. Ah bah j'ai non, c'est parce que en fait, ma faute. C'est ma faute, monsieur. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Je pensais qu'il y avait un problème, mais non, tout va bien. On a les différentes chaînes, et c'est ça qui est intéressant. C'est que là, on a... Alors, normalement, vous savez, jusqu'à présent, quand on avait des simples return, comme ceci, l'exécution voudrait que ces lignes sont toujours ignorées. Donc en fait, elles sont inutiles. Elles ne sont pas mises dans des conditions, donc on n'accédera jamais à ces deux instructions de retour, puisque celle-ci prévaudra toujours, donc on quittera tout le temps la méthode à cette ligne-là, et celle-là, en fait, voilà, on peut les commenter. Elles n'ont aucun intérêt, aucun sens, elles ne seront jamais atteintes. Là où la différence se fait, comme vous l'avez vu, c'est avec justement l'introduction de ce nouveau mot-clé qui est yield, et lui qui va avoir un comportement particulier, puisque vous voyez qu'il va en fait mémoriser, de certaine manière, l'endroit où on se trouvait. Donc il va effectivement renvoyer une valeur, mais il va se souvenir qu'on était à cet endroit. C'est obligé, puisque si ce n'était pas le cas, en fait, il réexécuterait le code depuis le début, et dans ce cas-là, vous comprenez bien qu'il y aurait un problème. Alors là, éventuellement, peut-être faire ça comme ça. Ça rajoutera un petit peu d'illustration, pourquoi pas. Voilà, que vous compreniez bien. Donc vous voyez bien, voici pour preuve visuellement que cette instruction n'est exécutée qu'une seule fois. Donc ça vous montre effectivement, première fois, on a l'accès ici, on fait ça, on fait un retour, donc on génère un retour ici, et ensuite visiblement, au nouvel appel de la méthode qui pourtant devrait être bouclée à chaque fois, parce qu'on le fait dans un for each, on devrait revenir au début, et c'est visiblement pas ce qui se passe, et cela bien sûr est provoqué par le yield, qui va mémoriser l'emplacement où on se trouve. Donc il va ensuite passer à cette instruction, renvoyer le hello, mémoriser l'emplacement, et ensuite faire celle-ci. Et après, on a en fait l'équivalent d'un yield break. On pourrait d'ailleurs interrompre manuellement ici la génération, dans un itérateur, mais ici c'est fait puisqu'il n'y a plus rien à lire. Donc ça s'arrête, l'itérateur s'arrête de lui-même, il arrive à la fin de son traitement, et automatiquement, ici, la boucle est bouclée, donc la boucle s'arrête, si on aurait une boucle infinie, et on a l'ensemble des valeurs ici qui sont bien affichées. Donc ça, c'est à comprendre. Voilà. Vous voyez un petit peu la nouveauté qui est un petit peu avec cet itérateur. Donc vous avez remarqué qu'avec les tableaux et bien les collections, on n'avait pas besoin de décrire ça nous-mêmes, puisque l'élément en fait implémente déjà tout ce qu'il faut. Ils implémentent, si vous allez voir dans les documentations des différentes collections qu'on a pu voir, vous verrez qu'ils implémentent en fait ça, et même plus exactement, ils implémentent la version générique de eNumerable, et forcément quand on implémente une interface, révision sur les interfaces, il faut implémenter l'ensemble des méthodes qu'elle contient, et donc il y a toutes les méthodes qui ont déjà été réécrites pour les listes, pour les piles, pour les fils, les dictionnaires, pour indiquer comment énumérer, comment itérer sur ces types de données différents. Donc c'est pour ça qu'on peut parcourir d'un simple, en deux lignes, en une seule ligne en réalité, on peut parcourir l'ensemble d'une collection et toutes les collections qu'on a vues en C#. C'est très efficace, très rapide, et on se prend vraiment pas la tête avec tout ça. Donc voilà ce qui se cachait derrière. En fait, ces possibilités, ces fonctionnalités, ce sont les itérateurs qu'on retrouve ici. On va compléter un peu. On va faire un exemple maintenant que vous avez compris le principe. On va pousser un peu plus loin, notamment utiliser la généricité, puisque je vous avais dit que l'intérêt c'est de travailler un maximum avec des choses génériques, c'est beaucoup plus parlant. Donc on va utiliser ici un élément générique, et même j'ai envie de dire, on peut carrément le faire dans un autre fichier. Comme ça on fera les choses vraiment proprement. Je vais enlever ça, on va enlever ça. Là, on va avoir pas mal de code et peut-être des choses un peu nouvelles, c'est normal puisque voilà, c'est un nouveau concept, mais encore une fois, je trouvais ça important de le voir. Ah, j'ai laissé mon store card par contre, ouais, je pense pas qu'il dérange, de toute façon, il sera pas pris en compte dans le code, on va le laisser, c'est pas grave. Déjà, je vais faire ça. On va tout retaper à la main. Et on va faire
Ouais, tenez, comme on est sur les monstres, on va faire ça. Un groupe de monstres. On est d'accord, on sait faire des listes. Si Sharp nous propose des listes, système de piles, système de ce qu'on veut. Et si un jour nous voulions inventer une collection qui serait un groupe de monstres. Vous allez me dire, c'est une collection quand même très spécifique. Hein. On est sur, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un groupe de monstres. Si on veut mettre un groupe autre chose que des monstres, ça marche plus, ou alors le nom serait pas très cohérent avec ce qu'on met à l'intérieur. Mais après tout, on aurait le droit. D'ailleurs, pour ceux qui auraient peut-être compris ça autrement, ça peut vous indiquer aussi que si vous voulez, vous pourrez créer votre propre type de collection. Rien n'empêche de le faire, puisque il suffit simplement de savoir comment fonctionnent les itérateurs, comment les implémenter, et ensuite, avec toutes les connaissances que vous avez, vous pouvez créer votre propre classe de collection, générique de préférence, et à ce moment-là, vous pouvez travailler là-dessus. C'est un peu ce qu'on va faire. D'une certaine manière, on va créer ça, même si on va faire un système bien sûr plus simplifié, on ne va pas écrire un code au complet, mais vous allez voir déjà qu'on a de quoi faire avec ce que je vais vous montrer ici. On va donc créer ce groupe de monstres. Je vais enlever bien sûr ça, pas de point d'entrée, surtout pas. J'ai tout ici, ça j'aurais peut-être pas besoin. Je le commenterai au cas où. Hop, on verra ça à la suite. Et le groupe de monstres, il va devoir implémenter cette interface et bien sûr en travaillant avec un élément particulier. Si je voulais un élément générique, bien sûr directement je peux utiliser ce qu'on a vu avec la généricité. Moi ici je veux travailler en fait, parce que c'est un cas spécifique, un groupe de monstres, c'est pas n'importe quoi. Donc je choisis, c'est un choix arbitraire, que ce soit des chaînes. Voilà. Ça va implémenter cette interface, mais sous forme de chaînes. Ça va énumérer sur des chaînes et pas énumérer sur des monster cards. Évidemment, si un jour je veux me servir de cette classe qu'on avait fait, rappelez-vous, dans la vidéo sur les listes, je pourrais très bien ici indiquer que ça énumère sur des monster cards. Et après, vous pourriez vraiment adapter ça comme vous voulez. Donc vraiment, vous avez tout un tas de possibilités par rapport à ce qu'on a vu. Et pareil, ça peut vous faire réviser plein de choses avec rien de nouveau en soi, puisque vous faites que réutiliser du code déjà existant. Donc ça va être intéressant, cette classe, c'est une classe, voilà. C'est une classe classique, comme on savait le faire, donc on va écrire un code classique, et je vais dire que mon groupe de monstres il va être mis là-dedans. Donc là, je fais vraiment une donnée privée, un attribut privé, je veux pas que ce soit accessible ailleurs, et ce sera mon groupe, voilà. C'est pour ça que ici, j'indique que ça itère sur des chaînes de caractères, puisqu'en fait, derrière se cache un tableau de groupe. Mais ça, l'utilisateur final, il verra jamais qu'il y a un tableau ici de chaîne. Lui, tout ce qu'il verra, c'est qu'il y a une classe group of monsters, comme il y aurait une classe list, d'accord. Et derrière la liste, en fait, vous l'avez utilisé, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'effectivement, il y a vraiment une liste aussi derrière? Non, parce que la liste n'existe pas pour pouvoir créer une liste. Et vous avez rapidement compris que derrière la liste se cachait visiblement du tableau. Donc vous voyez qu'on retrouve des types comme ça particuliers, et que tout est fait ensuite au niveau de la mémoire, au niveau des ressources et de la gestion des ressources. Donc j'ai mon type ici, privé. On va créer un constructeur, sur quelque chose de très simple, mais pourquoi pas. Voilà, je vais dire que ça prend plusieurs noms, on va faire ça en forme fléchée, et dans groupe, j'affecte names, comme ça on n'a pas de problème. Ça c'est vraiment le strict minimum, le constructeur, le petit élément privé qui est masqué, encore une fois, il est masqué à l'extérieur parce que c'est privé, donc nous on aura juste ça. Et là où ça va être intéressant et que c'est obligatoire, c'est qu'on a une interface qu'on implémente, donc la règle vous la connaissez, il faut remplir le contrat, c'est-à-dire implémenter toutes les méthodes qu'elle contient. Et ici, il y a un cas particulier et un cas qui va pour conséquence devoir implémenter autre chose. C'est pour ça que je vous dis, ça va être un poil complexe peut-être pour certains, parce qu'on va avoir un peu du code nouveau, mais il faut le faire. Donc déjà, on va écrire directement. Alors non pas innumérable, mais un énumérator cette fois-ci, sur des chaînes. Donc on va énumérer sur des chaînes de caractères, parce que c'est ce qui a été choisi arbitrairement, encore une fois. C'est-à-dire qu'à tout moment, si vous voulez passer sur du générique, à la limite, vous remplacez en fait un string partout, comme on a vu sur le cours sur la généricité, par... vous avez compris le principe. C'est toujours la même chose. Moi, je travaille sur des chaînes, parce que ça ira très bien ici. Et la méthode qui est à implémenter de énumérator, ici, c'est énumérator. Cette méthode, ça va être simple, très simple, puisque ça fonctionne sur les tableaux, il n'y a pas de problème. Donc je vais mettre groupe. Et on va utiliser la syntaxe qu'on connaît bien. On pourrait faire un return si on avait éventuellement d'autres méthodes. On va se servir de ce qu'on a vu concernant les itérateurs, en faisant un yield. Et voilà. Et ça ira très très bien comme ça. Alors on pourrait faire un yield tout seul sans forcément passer pour une boost, parce qu'en fait le yield est déjà fait.
Et moi je vous le mets pour ça, pas même que ça de revoir le terme, je trouve que c'est bien de vous habituer un petit peu à ça, pas que ça vous effraie en tout cas. Et forcément, quand on implémente ça, alors on va avoir, je ne vais pas forcément laisser erreur, mais vous aurez une erreur en fait simplement qui vous indique que c'est pas suffisant, que oui, il y a des contraintes par rapport aux interfaces qui vous obligent également à implémenter autre chose, voilà, qui est nécessaire notamment pour gérer ce qu'il faut au niveau des types. Et dans ce cas-là, on va avoir besoin d'avoir énumérator. Donc c'est iEnumérable et c'est getEnumerator, donc issu d'enumerable. Donc il vient ici. C'est obligatoire, il faut que les deux en fait, à partir du moment où on fait ça, il faut forcément qu'on implémente ça. C'est obligatoire. Alors là, je vous rassure, il n'y a pas grand-chose. Bon, je vais dire qu'on fait appel à cette méthode. Voilà, c'est simple. Hop, on renvoie directement à cette méthode. C'est fait une délégation. Il faut implémenter ça, ok, mais comme j'ai déjà écrit ça, que je ne vais pas l'écrire deux fois, je te renvoie à cette méthode. Hop, c'est 10, getEnumerator, puisqu'elle appartient à la classe. Terminé. Et au moins, on est, on va dire, c'est ok au niveau du contrat qu'il fallait remplir au niveau de l'implémentation de l'interface là. On a tout ce qu'il faut. Bon, si j'ai fait oublier quelque chose, on le verra très vite de toute façon, mais on va pouvoir compléter surtout au niveau de l'usage. Donc là, on va mettre des names. Donc par exemple des groupes de monstres. Donc on va reprendre l'exemple de Yu-Gi-Oh! Après tout, ça parlait bien. Donc dans Yu-Gi-Oh! On peut avoir des monstres de type dragon. Alors j'ai pas utilisé le mot type parce que c'est un mot souvent réservé en programmation. On a les zombies, on a les machines, on a les bêtes. Bon, je vais pas tous les mettre, puis surtout que je les aurai sûrement pas tous en tête. Là c'est révision des types de cartes Yu-Gi-Oh! De monstres Yu-Gi-Oh! Pyro et puis Aqua, enfin bref, il y en a plein. Donc voici quelques noms, quelques types qu'on a ici. Cette fois-ci, nous sommes l'utilisateur externe, on ne sait pas encore une fois ce qui se cache derrière Group of Monsters. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on peut faire des groupes de monstres. On peut utiliser des groupes de monstres, qui sont donc des éléments itérables. C'est une collection en fait, ce qu'on a ici. Simplement avec ce qu'on a ici. Donc je vais créer mon groupe de monstres. Voilà, groupe. Et puis on va instancier tout ça en passant les noms qu'on a ici, puisque ça correspond au constructeur qui est disponible et qui est public. Donc on passe évidemment tous les noms qu'on a ici pour pré-remplir un petit peu tout ça. Et voilà, nous avons créé notre groupe. Vous voyez comme on aurait créé une liste, une file, une pile, quoi que ce soit, même si ici ce n'est pas générique au niveau du groupe, sinon il aurait fallu que je le fasse là, que je fasse encore une fois voilà, quelque chose là pour que là, ce soit remplacé par T, etc. D'accord, et pas là d'ailleurs, c'est que je l'ai mis ici pour énumérable, non, c'était là qu'il fait mettre le T. Donc ici ça deviendrait T, ainsi de suite en fait pour que tout corresponde. Mais là c'est pas ce que j'ai voulu faire. Donc je suis resté sur groupe de monstres simplement. Donc on a ça. Et maintenant, vous savez, c'est tout ce que vous savez déjà faire. Vous allez voir, c'est très compliqué. Et voilà, vous avez créé un système de collection avec des éléments qui sont itérables. Alors, avant de parler trop vite, on va déjà compiler, voir que j'ai pas fait une erreur en écrivant, en parlant en même temps. Il manque pas un point virgule quelque part. Des arguments de type 1. Ah, il n'est pas content. Ouais, j'ai oublié quelque chose. Alors vous voyez, justement, c'est l'erreur que je voulais éviter. Donc ça m'embête en fait qu'elle y soit, parce que normalement elle n'est pas censée arriver. Ah oui, il manque... c'est normal. Tout va bien. Il faut mettre collection aussi, parce que ça c'est, voilà, issu de collection. Donc souvent, c'est vous avez peut-être... Mais en gros, cette erreur, vous l'auriez eu s'il n'y avait pas eu ça. Voilà. Si vous omettez ça, il vous dira qu'il manque une partie. Il y a des choses de toute façon qu'il faut implémenter. Parce que, encore une fois, avec les interfaces, il faut que tout soit implémenté. Sinon, ça ne marche pas. Donc j'espère que c'est bon cette fois-ci. Et c'est bon. Voilà. Donc nous avons comme ça notre groupe. On a créé une collection. Là, c'est comme si on avait fait en fait une liste. Sauf que derrière, vous savez ce que on a développé le truc. Vous savez que c'est un tableau en fait qui se cache derrière ceci. Et encore une fois, si j'avais appelé ça liste, on aurait pu croire que j'avais créé un type de collection liste, non générique effectivement. Et après, là-dessus, vous mettez ce que vous voulez. Vous cachez un petit peu, vous pouvez masquer les choses. Encore une fois, c'est la partie interne. Donc vous gérez ça comme vous voulez. Et voilà comment fonctionnent bien tous les types que nous utilisons. Les collections, qu'elles soient génériques ou non. On utilise ça parce que c'est accessible publiquement. Après, tel que ça a été implémenté en interne, on ne le sait pas et on n'a pas besoin de le savoir, on s'en fiche. On utilise les choses telles quelles. On voit les services que ça rend, on voit éventuellement les propriétés auxquelles on a accès. Et on l'utilise tel quel sans savoir si effectivement derrière c'est plutôt du tableau, plutôt de ci ou plutôt de ça. Tant que ça fonctionne, en tout cas que ça a le comportement qui est attendu et le fonctionnement qui est attendu lui aussi. Puisque ça fait pas trop long, je crois que ça fait même pas 20 minutes de vidéo, on va modifier, puisqu'il y a peut-être des gens qui voudront rendre ça générique, donc on va le faire, c'est pas pour le peu de modification que ça nécessite. Donc l'intérêt bien sûr, c'est de rendre tout ça générique. Donc si je veux remplacer tout ça
comme un élément générique. Et bien on va aller ici, comme je vous avais dit. Parce qu'en plus tout à l'heure, comme j'avais dit une bêtise, là j'avais mélangé avec l'autre. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. Oui, bah écoutez, là, on peut faire ça aussi. Hein. Hop. Tout générique. Allez, ça met vraiment, on peut avoir finalement un tableau d'entier, un tableau de chaîne, un tableau de ce qu'on veut. On peut faire en fait un groupe, donc du coup ça devrait être un groupe off finalement, ou groupe simplement le nom, ça devrait être autre chose, puisqu'en fait ce sera pas forcément... alors de considérer bon, que les monstres vous pouvez les représenter sous forme de nombres, un peu bizarre, mais je ne vais pas changer le nom là, pour pas changer trop de code non plus. On va rester sur quelque chose en tout cas qui est suffisamment parlant. On avait le T ici, et normalement c'est bon. Donc vous voyez là c'est générique, hein. On n'a plus du tout de type qui est marqué tel quel, tout est générique, pas de problème. Et ensuite, là, la différence, c'est que là bon on a un tableau comme ça, ok. Là bon on voit que ce sont des chaînes qu'il faut y passer, donc c'est ce que je fais. Je fais passer des chaînes, il n'y a pas de problème. On a bien ça. Et puis là ce qu'on va faire... non, si je refais la même chose, ça va pas servir à grand chose. Pour le coup... Voilà. Group of Monsters. Cette fois, ce sont des entiers. Ok, toujours des entiers. On lui passe numbers. De toute façon, il le demande au niveau du constructeur. Et ensuite, groupe 2. Donc là, ouais, je peux utiliser la même variable parce que c'est une boucle. Ça a été créé dans la boucle, il n'y a pas de problème. Et voilà. On a un petit séparateur entre les deux. Oh, peut-être pas, ouais, c'était pas des noms très longs. Peut-être pas besoin d'aussi grand. Et si j'ai pas noté de bêtises, ça devrait être bon. Ça devrait... Oui, c'est bon, ça devrait être bon. Voilà. Les dragons, zombies. Donc là, on a un groupe, effectivement, qui est générique. Donc, vous voyez qu'on peut travailler avec des chaînes, ça marche. On peut travailler avec des entiers, ça marche. Et j'ai envie de dire, si on voulait travailler vraiment avec nos monstres, eh bien, ça marcherait aussi. Et comme on avait déjà ce code, après tout, qui est fait, eh ben, pourquoi pas compléter. Voilà, comme ça, ouais, on aura tout fait. On aura fait un type primitif, un type générique, et ensuite, avec un type personnalisé, comme ça, au moins, on est sûr qu'on a tout ce qu'il nous faut. Donc là, on va aller ici. Ah mais par contre il faut tout recréer aussi, ah mais ça par contre c'est embêtant, j'ai pas envie. Ça va être long, enfin ça va être long, un peu plus long mais c'est pas grave. On fait un tableau de monsters, on est d'accord, voilà les monstres, tout le monde il aime bien, c'est génial. Ok, on va faire un monster card, en plus j'ai pas forcément tout en tête mais c'est pas grave. De toute façon je suis pas un joueur de Yu-Gi-Oh! En premier c'était ouais, le niveau 3000, on va pas en ajouter beaucoup hein, mais c'est... que vous voyez le fonctionnement. Donc là, on crée des instances pour avoir nos monstres ici. Lui, ça doit être 7. Voilà, ça ira très bien. Donc, un tableau de monstres, d'accord. Et ensuite, on y retourne. On crée un groupe de monstres qui contient des monster cards. Vous voyez, c'est la même logique. C'est tout le temps la même logique. Une fois que vous savez faire avec un type, vous savez faire avec le reste. On inclut, alors je vais rétrécir un peu le texte, voilà. On pré-remplit avec les monstres que nous avons déjà. Et après, bah voilà, hein. Magique. En plus, comme là, on avait déjà fait toString, alors là, ça va être encore mieux. On va avoir tout ce qu'il faut au niveau de l'affichage, donc c'est parfait. La var, je demande la var. Voilà, WriteLine qui va faire appel à la méthode toString qui avait été réécrite pour Monster Card. Et oula, point de virgule non visible, j'ai oublié. Oui, je lis même pas le message d'erreur, ce que j'ai fait. Comment ça, point de virgule non visible? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, peut-être lire quand même l'erreur au final. Je l'avais Monster au moins. Doit contenir au moins 2 éléments. Ah, j'ai oublié les points de... Bah non, c'est bon. Attendez. Monster Card. C'est pas ça que je voulais. C'est Monster. Oui, non niveau attaque défense. Non niveau attaque défense.
une 13, j'ai oublié un truc. Ah, voilà, n'importe quoi, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est un tableau, hein. Donc on sépare par des virgules. Et voilà, tout est bien qui finit bien, vous inquiétez pas. C'était une petite faute d'inattention. Donc on a bien l'affichage de nombres. Donc là vraiment, alors là, je ne pourrais pas vous faire plus complet. On a fait un exemple, en moins d'une demi-heure de vidéo, on a fait un exemple complet avec tout ça au niveau des itérateurs. Et on a créé nous-mêmes une nouvelle collection générique, ici, qui en fait cache un tableau, donc très simple. Et après voilà, ça fonctionne tel quel. Donc pareil, en faisant de la surcharge, on pourrait par exemple travailler avec les index pour permettre par exemple d'accéder à un des monstres du groupe avec les crochets, par exemple. Des choses qu'on peut faire et que vous pouvez employer si vous voulez avec ce qu'on a vu dans le cours. Donc ça fonctionnerait aussi. Et on va s'arrêter là. On a fait le tour sur les itérateurs et ce que je voulais aborder avec vous concernant justement ce concept très important. Donc encore une fois, c'était pas, j'aurais pu passer outre, mais je trouve que c'est bien de savoir un peu comment ça marche, de savoir que ça existe et de voir un peu ce qu'on peut faire avec en C#. C'est peut-être moins, en tout cas ici, complet que ce qu'on peut voir par exemple en Java où il y a des classes partout d'itérateurs pour chaque type de collection, même des classes qui sont écrites, des interfaces partout. Mais là, on a quand même de quoi s'amuser aussi, on peut développer pas mal de choses. Et au moins là, vous avez un exemple complet, non générique, utilisant une classe qu'on avait écrite pour une vidéo précédente. Comme ça, vous voyez que c'est réutilisable, ça fonctionne très bien et c'est applicable tel quel, surtout en vraiment très peu de lignes de code. Ça fonctionne bien. Au moins, on aura fait le tour un peu du sujet. Et ça clôt cette fois-ci vraiment ce qu'on a vu sur les collections, puisqu'on attaquera maintenant un nouveau chapitre, pas forcément un nouveau chapitre tout de suite, mais on va attaquer en tout cas d'autres concepts très importants en programmation. Je n'ai pas encore réfléchi à ce stade, au moment où j'enregistre cette vidéo, je ne sais pas ce que je vais aborder pour la suite. J'ai pas réfléchi à la prochaine séance. J'ai toujours une petite liste des choses que je veux aborder sur le cours dans son intégralité. Des fois, il y a des choses que je rajoute entre temps, que je supprime et que je mets plutôt dans les tutos. Mais je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'on verra là juste après cette séance-là. Donc ce sera la surprise, vous le verrez quand elle sera publiée. Et moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon que vous trouvez sur le globe. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Ciao.